Bonjour à toutes et à tous et merci une fois de plus de nous retrouver à Djiblo. Nous sommes sur la partie continentale de la Guinée équatoriale, au cœur des travaux du club des 10, en parlant des 10 États qui ont été chargés par l'Union africaine de travailler à l'intégration du Conseil de sécurité des Nations Unies par au moins 2 pays africains en qualité de membres permanents, ce qui, selon beaucoup, devrait résoudre énormément de problèmes quand on sait que 80% pratiquement des résolutions qui sont prises au Conseil de sécurité sont dirigées directement vers les États du continent, avec les conséquences que l'on peut imaginer, que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui dans la bande sahélo-saharienne, avec notamment le cas de la Libye et la chute de l'ancien président Mouammar Kadhafi. Pour en parler ici sur place, nous avons le grand honneur de recevoir Parfait Onanga Onyenga, qui est le représentant spécial du secrétaire général auprès de l'Union africaine et qui est également le chef du bureau des Nations Unies, donc auprès de l'Union africaine. Et aussi, vous rappelez que vous avez dirigé la MINUSCA, qui est cette mission dont je viens de parler, qui a été mise sur pied après une résolution du Conseil de sécurité. C'est donc un grand honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Non, c'est un privilège et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, nous avions l'habitude de vous voir à Bangui, en République centrafricaine, quelquefois quand vous faisiez des déclarations pour faire notamment le point sur l'avancée de cette mission-là. Est-ce qu'on va dire qu'il est important que les États du continent soient présents au Conseil de sécurité pour participer au vote même de la résolution, quand on sait que dans le cas de la Centrafrique, on n'a pas trop de contestation de sa présence? On voit plutôt des contestations liées plutôt à sa mission et à l'embargo, notamment sur les armes. Alors, question directe. Ah non, ce n'est pas important, c'est fondamental. Le monde a changé, l'Afrique est aujourd'hui le plus grand groupe d'États membres au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un bloc important, cohérent. Plus de 60% des questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité portent sur l'Afrique. Il est donc aujourd'hui légitime que pour un continent qui, dans les 20-25 prochaines années, sera le continent le plus peuplé du monde, avec une population plutôt jeune, à majorité jeune, c'est un continent qui compte. Et il est donc important que des institutions qui avaient été mises en place au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans un monde qui a aujourd'hui totalement changé, il est important que de telles institutions s'adaptent pour qu'elles puissent refléter davantage le monde qui est aujourd'hui devant nous. Et un monde dans lequel l'Afrique, malgré ses immenses défis, compte et comptera encore plus. Et ce n'est donc que justice que cette revendication qui date déjà depuis plusieurs années. Pour la petite histoire, c'était mon premier sujet en tant que jeune diplomate à New York. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, cette question qui, d'ailleurs, il faut le souligner, jouit d'un intérêt grandissant de la part de la communauté internationale, avec ce consensus qui se dégage pour qu'il y ait une représentation de l'Afrique dans les 2 catégories, plus importante, qui soit le reflet de sa taille. Il faut donc espérer que le travail du comité des 10, qui, comme le soulignait le président Moussa Faki, a été lancé il y a 18 ans, donc il y a un besoin évidemment de voir des résultats rapidement, mais on est là dans les dynamiques de la diplomatie multilatérale. Ce n'est pas facile d'obtenir des résultats, surtout de procéder à des réformes d'une telle ampleur, mais on a bon espoir que dans la perspective du sommet du futur, que l'Assemblée générale a décidé de tenir l'année prochaine à New York et auquel le secrétaire général Antonio Guterres est en train de déployer énormément d'efforts, on est confiant que cette question avancera avec le plan d'action qui va être ici adopté à Oyala. On a pleinement confiance dans la capacité des États africains d'articuler une position, de faire avancer leur position commune afin qu'elle rencontre l'assentiment des autres États membres, y compris évidemment des membres permanents du Conseil de sécurité, pour que cette
injustice, considérée par certains comme une injustice historique, soit réparée une fois pour toutes. Alors, Excellence, vous dites qu'il est fondamental que les pays africains soient présents en tant que membres permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. On sait que 2 résolutions sur 3 qui concernent l'Afrique a été introduite par la France, qui garde quand même une certaine influence sur le continent africain. Et on voit qu'au final, ça correspondait, quoi qu'on dise, aux intérêts même de cette France-là. Alors, ma question est, si on considère l'influence de la France et on voit, par exemple, au moins un État francophone adhérer avec droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que ça ne reviendrait pas quelque part simplement à renforcer l'influence que peut avoir la France dans ce Conseil et en quoi est-ce que ça pourrait nous protéger des résolutions qui pourraient être illégitimes et créer de graves troubles sur le continent comme on l'a vu avec la Libye? Non, vous m'avez entendu tout à l'heure lors de la déclaration à l'ouverture de cet important sommet. Personne ne nie le fait qu'au sein du Conseil de sécurité, les États membres ont souvent des désaccords. Mais que d'une manière générale, le Conseil de sécurité est une institution qui est légitime. Elle émane de la Charte des Nations Unies et à laquelle la quasi-majorité des États dans le monde sont membres, y compris évidemment les pays africains. Et il est unanimement reconnu que le Conseil de sécurité a plutôt fait, a rempli son mandat, qui est évidemment de préserver la paix et la sécurité internationale. Maintenant, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. Et au passage, j'aimerais souligner qu'il se dégage, comme je le soulignais à quelques instants, un consensus quasi général. Tous les membres permanents du Conseil de sécurité le souhaitent une réforme qui puisse intégrer une vraie participation africaine dans les 2 catégories. Donc ce n'est pas seulement la France qui le souhaite, les États-Unis, la Chine, la Fédération de Russie sont tous, et la Grande-Bretagne sont tous parmi les P5 en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité qui permettrait justement une meilleure représentation de l'Afrique. C'est donc dans l'intérêt de l'Afrique aujourd'hui de s'organiser et voilà pourquoi des consultations comme celles auxquelles on assiste aujourd'hui sont absolument importantes. Il faut que l'Afrique renforce sa position commune, la protège et, plus important encore, réussisse à la faire accepter par les autres États membres. Et il y a au sein du Conseil de sécurité, je le disais tantôt, c'est le sujet sur lequel je me suis retrouvé en tant que jeune diplomate il y a une trentaine d'années, voire même une quarantaine d'années. Mais cette unanimité, pendant plusieurs années, a été combattue. Donc aujourd'hui, je crois que les conditions sont peut-être mieux réunies pour reconnaître que cet état de fait hérité d'une situation de sortie de guerre et dans laquelle évidemment les anciennes puissances coloniales avaient un rôle prépondérant, pas seulement la France, mais la Grande-Bretagne ou les États-Unis même, avaient une part prépondérante. Le Conseil de sécurité, il faut le souligner en parenthèse, ce n'est pas une petite entreprise d'être membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, c'est une lourde entreprise. Oui, Excellence, permettez, voilà. Question directe. Allez-y. Qu'est-ce qui est compliqué? L'Afrique vient de rejoindre le G20, qui est le club des 20 économies les plus puissantes de la planète. Ça n'a pas été très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va négocier? Ah si, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Oui. Et puis écoutez... Mais qu'est-ce qu'on négocie concrètement, Excellence? Qu'est-ce qu'on négocie? Pourquoi est-ce que la semaine prochaine, voire le mois prochain, on ne peut pas simplement admettre les 2 États qui auraient été choisis conformément à la position commune africaine au sein de ce Conseil? Mais vous venez de poser la bonne question. Le président de la Commission de l'Union africaine l'a dit, 18 ans c'est trop. Donc il y a 2 choses. En partie, c'est au groupe africain de se mettre d'accord sur ceux qui vont représenter le continent dans cette importante institution. Vous savez, et si vous avez bien suivi les débats d'il y a un instant, il y a des détails qui ne sont pas anodins. Je crois que l'un des obstacles vient du fait qu'au Conseil de sécurité, ce sont des États souverains qui représentent leur nation
dans cette institution où on a 15 membres, dont 5 membres permanents. Or, le monde change. L'Afrique semble avoir une proposition un peu différente qui introduit presque, sans le dire, la notion d'une représentation régionale. Donc cela n'est pas évident et va peut-être exiger davantage de concertation entre les États membres pour pouvoir reconnaître la spécificité de l'Afrique. Et voilà pourquoi, vous l'avez entendu dans le cas de la position africaine, l'exigence des États membres, c'est de faire souligner le fait que l'Afrique doit être traitée comme un cas spécial. Et donc, ce sont toutes ces concertations qui doivent se poursuivre et pour faire en sorte que le consensus, mais grandissant, sur la nécessité d'une représentation africaine que personne ne conteste, soit traduit en effet pour que cette représentation, évidemment, soit la plus effective possible. Et cela, on le disait, est fondamental parce que la majorité aujourd'hui des situations de paix et de sécurité porte sur l'Afrique et il est important que ce vaste continent soit à la table non pas de négociation, mais de décision, de prise de décision pour des questions qui l'affectent directement. Alors, Excellence, dans ce cas, pourquoi ne pas simplement introduire l'Union africaine? La question serait réglée. C'est-à-dire que l'Union africaine siège, oui, comme on l'a fait au G20. Oui, non, mais justement, écoutez, c'est tout cela qui est... Est-ce que la communauté des nations est prête aujourd'hui à tenter disons, cette option, à essayer cette option qui serait, comme je le soulignais il y a un instant, une vraie innovation? Parce qu'au Conseil de sécurité et au titre de la charte, ce sont des États souverains qui prennent place dans cette institution parce qu'avec la participation vient aussi la responsabilité. Et c'est cela qui mérite évidemment d'être débattu entre le groupe africain et les autres États membres pour que, si évidemment la spécificité africaine est entendue par tous, on puisse assister justement à cette évolution qui serait évidemment une vraie innovation dans le cadre du droit international. Parfaitement. Cela voudrait dire, quand on voit l'Union africaine qui viendrait ici représenter les États du continent, on voit le président en exercice donc, de l'Union africaine qui siégerait à chaque fois au Conseil, au nom de ses pairs, et cela pourrait résoudre beaucoup de problèmes. On se souvient que quand la Guinée équatoriale présidait le Conseil de sécurité, pas en tant que membre permanent, mais ça avait beaucoup aidé le Cameroun, par exemple, qui se retrouvait avec une situation où il y avait un lobbying auprès de ce Conseil pour qu'il y ait une résolution qui soit votée, notamment sur les crises, sur la situation sécuritaire que connaissaient les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, et aussi avec la guerre contre Boko Haram. On sait que ça avait beaucoup aidé ce pays à rester entier, et on se dit quelque part que si même ne serait-ce qu'un État représenter l'Afrique avec droit de veto au sein de ce Conseil de sécurité, ça pourrait faire l'affaire. Écoutez, il y a eu des évolutions intéressantes et l'une d'entre elles, c'est un peu celle que vous soulignez. Il y a au sein du Conseil de sécurité aujourd'hui ce qu'on appelle les A3, c'est-à-dire le regroupement au sein des questions africaines des 3 pays africains qui sont membres non permanents du Conseil de sécurité. Et c'est dans ce cadre-là précisément que la Guinée équatoriale s'est fait le porte-parole des vues et des positions importantes d'un pays voisin et frère qui est évidemment le Cameroun. Donc c'est cette tendance qu'on est en train d'observer et d'ailleurs le secrétaire général dans ses propositions contenues dans son dernier rapport sur ses propositions sur un nouvel agenda pour la paix fait le plaidoyer pour que l'ancien système qui a, je crois, un peu fait son temps, qui consiste à faire en sorte que des anciennes puissances non africaines étaient responsables de la coordination et de la rédaction des résolutions qui portent sur l'Afrique. C'est le cas de la France, oui. Pas seulement, oui. mais c'est une situation de fait que d'autres puissances également, je mentionnais la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais déjà il y a une évolution, même au sein du Conseil de sécurité aujourd'hui, où on a ce qu'on appelle le co-parrainage, la co-rédaction, en anglais c'est co-pen, co-pen holder. On a de plus en plus d'États africains qui sont au Conseil de sécurité, qui assument cette responsabilité en partage avec les pays qui
aujourd'hui assument cette responsabilité. Donc il y a des évolutions et le secrétaire général fait le plaidoyer pour que lorsque un État membre du Conseil de sécurité n'est pas partie prenante à une situation de conflit, que ce pays-là soit impliqué dans la rédaction de ces importantes résolutions pour qu'il puisse y apporter évidemment la spécificité et la compréhension nuancée qu'il pourrait avoir des situations affectant un pays de la région africaine. Voilà. Donc, il y a des évolutions positives. Merci beaucoup à vous, Excellence. Pour sortir, rappeler aux Africains que certes, certains pensent que le Conseil de sécurité a peut-être perdu de sa force, mais pour ce qui est de l'Afrique, ça reste vraiment un vrai danger quand on a des situations un peu compliquées dans nos États, parce qu'à tout moment, cela peut donner lieu à une ingérence humanitaire internationale qui peut aboutir à ce qu'on a vu dans le Sahel. Donc, cette réunion ici était très importante et nous avons eu la chance de vous avoir sur ce plateau, diplomate de haut vol. Et pour sortir, j'aimerais que vous puissiez juste nous dire un mot sur la mission, la MINUSCA que vous avez conduite en République centrafricaine. Elle n'est pas contestée véritablement, à part peut-être certaines dispositions de son mandat que conteste parfois l'État central, mais on ne peut pas le dire en République démocratique du Congo, par exemple, où on demande le départ pur et simple, et au Mali, où le départ a été acté. Alors pour vous, qu'est-ce qui fait parfois qu'on tolère quelque part et qu'on ne tolère pas ailleurs? Non, écoutez, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Hein. D'abord, une petite parenthèse pour évoquer la question de l'ingérence humanitaire. Je veux préciser ici que il faut qu'on fasse un travail, disons, d'information, de sensibilisation des États africains aux dispositions normatives, au cadre normatif que l'Union africaine elle-même, de façon absolument souveraine, a adopté. Et je n'en veux pour preuve que l'acte constitutif de l'Union africaine, dans son article 4, paragraphe H, qui a servi de fondement de la notion de responsabilité de protéger qui avait été adoptée par l'Assemblée générale en 2005. Cela relève de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui dit ceci simplement. Si on assiste à des situations d'atrocité, de violation massive de droits de l'homme, et que l'État est soit incapable ou ne veut pas s'impliquer pour mettre fin à ce genre d'atrocité. Rappelez-vous, nous sortions du génocide horrible qui a eu lieu au Rwanda en 1994. Donc l'Union africaine a déterminé elle-même que dans tous ces cas-là, la région a une responsabilité d'intervenir dans ces situations pour mettre fin à ce type d'horreur. Donc cela est africain, il faut l'assumer et je crois que c'est une évolution importante du droit international que l'Union africaine a elle-même permise. Maintenant, sur la question des opérations de maintien de la paix, ce qu'il faut dire, et il faut le redire, le maintien de la paix n'est jamais fait pour aller faire la guerre. Il faut le dire, le maintien de la paix est fait pour maintenir la paix. Donc, dans les situations où il n'y a plus de paix à maintenir, une opération de maintien de la paix classique n'est pas outillée pour faire face à ce type de danger. Notamment la lutte contre des groupes terroristes ou la lutte contre des organisations criminelles. On a fait énormément d'efforts dans le cadre de la réforme et du renforcement des capacités des opérations de maintien de la paix. Le secrétaire général avait lancé avec les États membres son action pour la paix, à laquelle la majorité des États membres ont adhéré dans les principes, y compris donc la nécessité de rendre ces opérations beaucoup plus robustes. Mais cela, on le sait, n'est pas suffisant. Voilà pourquoi le secrétaire général, aux côtés de l'Union africaine et de son homologue, le président Moussa Faki Mahamat, se fait désormais l'avocat pour la mise en place d'opérations d'imposition de la paix, ce qui est qui serait une nouveauté, et qui soit sous mandat évidemment du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais endossé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le cadre de la responsabilité collective que les États membres ont pour le maintien de la paix et la sécurité sur toute la planète. Dans ce cadre-là, ce que le secrétaire général demande dans le cadre de l'appui aux opérations de paix de l'Union africaine, c'est que les ressources financières qui font énormément défaut à la conduite de ce type d'opération soient désormais autorisées au cas par cas par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous pensons que cela apportera un plus dans l'architecture
de paix et de sécurité de la communauté internationale et surtout dans une réponse plus appropriée aux situations de paix et d'insécurité en Afrique. Ceci dit, le secrétaire général est loin de lui toute intention de vouloir promouvoir une sorte de résolution par des moyens militaires de situations qui sont éminemment politiques. Mais ces opérations de paix qu'il appuie, qu'il appelle de tous ses voeux, et en appui à la demande de l'Union africaine, permettront justement de créer les conditions idoines pour que se remettre en place, pour que le primat du politique reprenne toute sa place et que ce qui divise fondamentalement les États fasse l'objet d'un examen collectif de la société, des sociétés affectées, pour revoir le contrat social qui doit évidemment être discuté de façon inclusive avec tous les acteurs, non pas par des moyens armés, mais plutôt pour poursuivre cet effort qui est un effort permanent de bâtir des nations qui soient plus cohérentes dans un contexte évidemment mondial, comme on le voit, qui devient de plus en plus polarisé. Merci beaucoup à vous, Parfait Onanga Onyenga. Rappelez que vous êtes le représentant spécial du secrétaire général auprès de l'Union africaine et le chef du bureau de l'ONU, donc auprès de l'Union africaine, diplomate de haut vol. Vous êtes l'ancien patron de la MINUSCA en Centrafrique. Ils vont vous reconnaître et sur le continent, c'était important de vous avoir et nous vous en remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.